Laisser la parole à Clément Chevalier, qui est directeur des opérations de la société Vertuo, pour nous présenter ce retour d'expérience. Merci. Donc vous l'avez dit, Clément Chevalier, directeur des opérations, donc au sein du groupe Vertuo. Pour commencer, laissez-moi dire quelques mots sur qui nous sommes. Donc Vertuo Industrial Properties, c'est un développeur qui travaille dans l'immobilier logistique depuis 15 ans, français, indépendant, et on est structuré autour de 3 entités. Vertuo Industrial Properties, qui est le développeur de plateformes logistiques, qui est notre cœur de métier. Noveo Consulting, qui est le cabinet d'audit ICPE, qui fait aussi des audits techniques, des due diligence, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et enfin, Alteo, qui est notre société qui fait de l'investissement et de la gestion d'actifs, et toujours dans ce secteur de l'immobilier logistique. Vous pourrez noter qu'on est certifié ISO, au gage de la qualité de nos process, de notre engagement est toujours dans l'amélioration continue. Et la petite pastille Marianne que vous voyez à gauche, on s'est engagé, on est assez fiers depuis 2023, on est société à mission. Et donc notre raison d'être, je reviendrai dessus sur ce que c'est qu'une raison d'être, c'est qu'on souhaite revitaliser consciemment des espaces propices à l'émergence d'une logistique choisie. Concrètement, ça veut dire que quand on cherche à développer un projet logistique, on va s'approcher des acteurs locaux, des élus, des acteurs économiques pour être sûr que le projet a un intérêt, qui va être accepté localement. Et puis on va essayer de le développer ensuite, c'est la deuxième phase, avec le moins d'impact possible. Ce que vous voyez en rose, c'est les projets qu'on a déjà livrés. Pour info, sur 15 ans, c'est plus de 500 000 m². Les autres sont ceux qui sont en cours de développement ou de construction. Et parmi ceux qu'on a déjà livrés, il y a notamment celui dont on va parler aujourd'hui, la Chevrolière, mais il y en a 3 qu'on a développés sur la stratégie bas carbone, qui est le sujet d'aujourd'hui. Donc, avant de vous parler du site de la Chevrolière, qui était notre deuxième plateforme, on avait fait une première plateforme en 2021, qui était en région parisienne, en Seine-et-Marne, à Compan. Donc ça, c'était une messagerie. Donc on s'est d'abord exercé sur ce bâtiment-là. Pour ceux que ça parle, il n'y avait pas de contraintes, moins de contraintes réglementaires, installation classée, donc c'était plus simple pour nous de faire ce premier exercice sur un actif plus simple. Donc livré en 2021, opéré, exploité par colis privé, certifié BREEAM Excellent, et preuve que les acteurs du marché ont été sensibles à notre démarche, et on est très content de ça. On a été lauréat du Grand Prix CIMI en 2022 sur cette opération, et donc fort de cette expérience, on s'est dit, si on y arrivait sur une messagerie, on va le tenter sur un entrepôt qui a encore plus de difficultés pour traiter les sujets bas carbone. Et donc on arrive au cœur du sujet, le projet de la Chevrolière. Donc là, c'est une vue aérienne du bâtiment, donc qui s'inscrit dans une zone industrielle. On voit tout de suite que c'est relativement massif. Là, le terrain, il est situé à une trentaine de minutes au sud de Nantes. Il est à peu près 6,5 hectares. Donc c'est un bâtiment de 5 cellules, 31 portes de quai, une hauteur libre de 10,50 m. Ça, c'est des éléments cruciaux pour notre secteur d'activité. C'est ça que les utilisateurs ont besoin. Ils ont besoin d'une surface d'exploitation, d'une hauteur de stockage, d'un nombre de portes de quai. C'est notre contrainte à nous dans notre métier. On est content, preuve qu'on l'avait plutôt bien conçu, c'est qu'à la livraison, il était directement loué et exploité, en l'occurrence par deux locataires qui sont locaux, donc Thébo Logistique d'une part et Ziegler France. Un petit mot sur le planning, donc qui a été fluide, assez rapide, encore une fois, parce que justement, on a pu bien échanger avec les acteurs locaux. Signature de la promesse 2021, dépôt des demandes d'autorisation. Donc sur ce type de projet, il y a le permis de construire, mais aussi les demandes d'autorisation préfectorale pour les ICPE, donc en juin 2021. 5 mois pour obtenir. C'est assez court. Pour ceux qui ont déjà traité ce genre de sujet, c'est vraiment court pour avoir ça en 5 mois. Ça nous a permis donc de démarrer les travaux en mai 2022, livraison en août 2023. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, exploité à sa livraison. Donc, le cœur du sujet, notre approche bas carbone sur ce type de projet, en tant que développeur de projets neufs, elle se base sur 2 piliers. Évidemment, la construction, qui est notre cœur de métier, mais aussi l'exploitation. C'est-à-dire qu'on veut essayer d'intégrer, en tant que développeur, dès le départ dans notre bâtiment, le maximum d'équipements qui vont permettre d'améliorer, ou de limiter l'impact, d'améliorer l'usage qu'on va faire de notre bâtiment. Sur l'aspect construction,
on va partir un peu du haut. Nous, on a d'abord travaillé sur la charpente. On a utilisé, donc, on a fait le choix de prendre une charpente mixte, bois, lamellé-collé. On a dû conserver des poteaux en béton, parce qu'on a des contraintes réglementaires qui nous obligent à des stabilités au feu. On ne pouvait pas passer sur des poteaux en béton, sur des poteaux en bois, pardon, sur la partie entrepôt. En revanche, sur les plots administratifs et de bureaux, on n'avait pas les mêmes contraintes. On est parti en structure totalement bois. Là où on ne pouvait pas, donc comme je l'ai dit, là où on ne pouvait pas se passer du béton, on a choisi de prendre du béton le plus bas carbone possible. Toujours en tenant compte des contraintes qu'on peut avoir en termes de portance, qui vont nous limiter le niveau de bas carbone qu'on peut utiliser, mais on a vraiment essayé d'aller chercher au max. Et donc on l'a utilisé pour le dallage de l'entrepôt, ce qui n'était pas simple, compte tenu des performances qu'on attend de ce type de dallage en industrie, pour les fondations et les dalles extérieures aussi. Après, sur la partie administrative, on a fait évidemment une recherche, une optimisation des systèmes de climatisation. On a fait le choix de mettre en place une VRV hybride pour limiter la quantité de fluide frigorigène, puisque ce sont des gaz à effet de serre, ce qui nous permettait de décarboner ce poste-ci. Et puis on a fait le choix de prendre un fluide R32, au lieu, pour ceux à qui ça parle, de prendre du R410A. Ensuite, en matériaux de seconde œuvre, choix sur des peintures écologiques, à base de résine biosourcée, avec des composants en face aqueuse, et associés à des plaques de plâtre, dont on avait la qualité environnementale dans la base de données INIES, pour ceux que ça parle. Toujours sur l'aspect documentaire, on est allé jusqu'à même imposer, qui sont aussi des organes de sécurité, des lanterneaux de désenfumage à des fiches de déclaration environnementale sanitaire, ce qui nous permettait d'être certains de l'impact carbone des équipements qu'on installait. Alors pourquoi j'insiste sur cet aspect documentaire? C'est que nous, en tant que développeurs, en imposant ça à notre maître d'œuvre et aux entreprises qui sélectionnent, et en lui montrant à quel point on veut absolument, sur tous les postes, avoir les documents, ça entraîne en fait tous les acteurs du chantier dans une démarche vertueuse, et tout le monde va faire l'effort. Et nous, on a bien constaté que, en fait, entre le point de départ et l'arrivée, tout le monde s'améliorait, on arrivait à avoir des gains à chaque fois. On allait plus loin, on était meilleur. Donc l'aspect documentaire, qui n'est pas à sous-estimer. Je vous propose de mettre une petite vidéo pour ceux qui n'ont pas l'habitude, qui ne sont pas habitués de voir la construction de ce type de bâtiment, qui va permettre d'observer certains éléments que j'évoquais. Bon. On commence sur les phases de terrassement. Là, on est du côté, vous allez voir, on va faire, c'est la partie parking VL et la zone de quai. Donc on voit les zones de quai avec les plots de bureaux. Nous, c'est des parties aujourd'hui qui sont des postes assez carbonés encore, puisque ici, on est obligé d'y mettre et le béton, je l'évoquais tout à l'heure, mais aussi les enrobés. On voit les fameux poteaux béton que j'évoquais, où aujourd'hui, on n'a pas encore la solution de pouvoir y mettre d'autres systèmes, les fameuses charpentes en bois. Là, tous les panneaux béton que vous voyez, ça aussi, c'est pour des raisons réglementaires. Ça veut dire qu'on doit mettre des parois coupe-feu sur ce type de bâtiment. Et donc là, aujourd'hui, on est obligé, nous, de toujours utiliser le béton sur ce type d'équipement. Là, on voit qu'on avance cellule par cellule, ce qui permet, en fait, quand des fois on a des utilisateurs qui sont un peu plus pressés de faire des mises à disposition anticipées, qui puissent intégrer des cellules avant même que tout soit livré. On observe, voilà, vous allez voir les plots de bureau qui sont donc en appendice. Pour des raisons fonctionnelles, on cherche sur ce type de bâtiment à garder le volume de stockage derrière, donc les bureaux sont toujours en excroissance. Donc là, c'est ces bureaux-là qu'on a fait totalement en bois, en termes structurels, avec des isolants aussi, j'ai oublié de le préciser, biosourcés. C'était écrit sur peut-être vous l'avez lu vous-même. Donc là, sur ce projet qui a été pensé en 2021, on est encore sur des parkings en enrobé, parking VL, j'entends. Il faut savoir qu'aujourd'hui, y compris parce que la réglementation nous l'autorise, on désimperméabilise ces zones aussi. Voilà, des vues de l'intérieur. Donc livré il y a déjà 2 ans. Donc ensuite, sur la partie, on a vu la partie construction, sur la partie exploitation,
On va partir d'en haut. On a mis d'abord, alors sur ce type de bâtiment, il faut savoir que le législateur il nous impose une part de panneaux photovoltaïques. Mais nous, on a fait le choix d'aller au maximum. On a solarisé 100% de la toiture. Ce qui représente pour ce projet une vraie petite centrale. Ça fait quand même 2,8 MW d'installer sur la toiture du bâtiment. Toujours sur la thématique solaire, pour l'eau chaude sanitaire, même si ce n'est pas un gros poste sur ce type d'installation, on a mis des ballons d'eau chaude solaire, plutôt que d'utiliser l'électricité ou autre chose. Évidemment, un éclairage LED, sur ça, rien d'exceptionnel. Mais ce qui peut paraître anodin, mais qui n'était pas courant sur ce type d'actif, c'est mettre des détecteurs de présence et de luminosité dans l'entrepôt, pour que vraiment ça s'allume, que quand il y a vraiment du personnel qui se balade dans les allées. Et pareil que la luminosité, l'intensité s'adapte en fonction de la luminosité naturelle, parce que comme vous le voyez, de par les contraintes de désenfumage qu'on a par ailleurs, on a beaucoup d'éclairage naturel zénital sur ce type de bâtiment. Donc il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'éclairage en réalité. Une récupération des eaux pluviales de toiture qu'on a installées dans le local de charge, donc pour que l'utilisateur, on l'espère, l'utilise pour faire son lavage, de l'entretien ou de l'arrosage des espaces verts. Des choses plus classiques, des billes hydroéconomes au niveau des sanitaires, un pilotage, une GTB, et puis, avant même que ça nous soit imposé ou quoi que ce soit, l'installation de bornes de recharge sur les parkings VL. Sur ces thématiques, encore une fois, on est sur un projet pensé en 2021. Aujourd'hui, la réflexion, c'est d'aller tirer des fourreaux, de pouvoir électrifier les parties zones de quai pour d'éventuels poids lourds chargeurs qui soient électriques. Quelques photos qui illustrent le projet, donc la toiture, les bornes de photo électriques. Là, on revoit la halle de l'entrepôt intérieur. On se rend compte vraiment de la hauteur libre avec l'éclairage LED et puis les équipements eau chaude sanitaire, climatique que j'évoquais. Donc, nous, en fait, sur ces projets, on vous l'a dit, c'était notre deuxième. Et on s'est dit, on a fait tous nos efforts, mais on veut vraiment mesurer concrètement. Est-ce que tous ces efforts, on en arrive où à la fin du chantier? Qu'est-ce qu'on a gagné? Et donc, on s'est accompagné sur toute la phase d'un cabinet, d'un bureau environnemental, Elan en l'occurrence, déjà parce qu'ils sont professionnels et puis qu'ils ne sont pas virtuaux, c'est un tiers, donc au moins, ils pouvaient vraiment nous faire notre suivi. Donc, concrètement, la phase carbone, la phase de construction, tout compris, et j'insiste parce que dans notre secteur, vous pouvez avoir des gens qui mettent que le bâtiment, par exemple. Or, vous l'avez vu, il y a beaucoup d'enrobés, beaucoup de VRD, et ça, c'est très consommateur en carbone. Nous, là, ce que je vous présente, c'est vraiment tout le bâtiment. Des VRD, le bâtiment, et y compris les panneaux photovoltaïques. C'est vraiment tout le bâtiment dans son intégralité, donc c'est 18 232 tonnes. Rapporté au mètre carré, parce que c'est vrai que ça fait un chiffre important, ça fait que, entre guillemets, 572 kg d'équivalent CO2 par mètre carré. Alors, qu'est-ce que ça représente? Nous, par rapport au secteur, c'est une économie de 20%. Donc sur ce projet, on a réussi à économiser 20% de carbone. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ces 18 000 qui restent? Parce que vous connaissez les séquences, vous parliez de séquences tout à l'heure. Nous, en environnement, on a une autre séquence qui s'appelle éviter, réduire, compenser ou restaurer. Donc les 18 000 qu'on n'a pas réussi, qui existent, qui sont factuels, on a financé 6 projets forestiers en France, labellisés bas carbone. Alors c'était labellisé parce qu'on voulait une garantie qu'on aurait vraiment ces arbres qui soient plantés et entretenus sur 30 ans. En France aussi par souci de garantie, et puis même si c'est, pour être transparent, beaucoup plus cher de faire ça en France que des opérateurs qui vous proposent ça, par exemple, en Amérique du Sud. Et on a fait une autre recherche, c'est qu'on a essayé de faire ça au plus local. Et donc les deux projets que vous voyez au-dessus, qu'on a fait avec le partenaire Néo-Silva, on est très contents, c'est sur la Chevrelière, c'est sur la commune même. On a réussi à financer 2 projets, donc sur plus de 12 hectares, sur la commune où on a développé notre projet. Ensuite, on en a trouvé un 3e, pas trop loin en Vendée, 25 hectares. Et puis malheureusement, mais quand même en France, pour les 3 derniers, on est resté sur le territoire national et on a trouvé ça dans d'autres départements. Donc vous voyez, ça nous a pris du temps, mine de rien, d'aller chercher, trouver tous les projets qui pouvaient nous accompagner et nous garantir qu'on pourrait restaurer ce carbone qu'on avait consommé, qu'on avait émis.
Je voulais mettre l'accent aussi sur un de nos locataires qui est vraiment exemplaire et qui illustre ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que Thébault Logistique nous a été introduit par les élus. C'est-à-dire que dès le début du projet, on savait qu'il y avait un acteur qui avait un besoin logistique à cet endroit-là. Et Thébault Logistique, il est assez exemplaire, c'est pour lui aussi très important. D'ailleurs, ils ont été lauréats Prix d'Or 2023, Transport Logistique Responsable. Et lui, pourquoi ça l'intéressait notre projet? C'est qu'en fait, il a une usine à 500 mètres de là où on voulait s'installer. Et donc, il a pu mettre son flux logistique entre son usine et notre bâtiment, avec un véhicule électrique autonome qui parcourt les 500 mètres toute la journée. Et donc, il a supprimé sa flotte de véhicules thermiques. Il est passé en full électrique pour faire son flux logistique usine. Il a fait évaluer, et lui, il a économisé 3640 tonnes d'émissions, et il a retiré. Et ça, c'est un peu paradoxal. C'est-à-dire que des fois, on se dit un projet logistique, ça va m'attirer des camions. Mais en fait, pour lui, le fait de pouvoir s'installer à cet endroit-là, il a retiré, et ça va parler à ceux qui habitent dans le coin, 50 poids lourds sur les axes fréquentés du secteur. Donc c'est pour faire la démonstration que si on travaille avec les acteurs locaux, la logistique, elle n'est pas forcément que négative, y compris sur le trafic et ses émissions liées à l'exploitation. Donc fort de ces résultats, nous, on s'est convaincus, on s'est dit, bon, on l'a fait sur un projet, un deuxième projet, il y en avait un troisième qu'on faisait en parallèle, qu'on testait, qui est dans le sud de la France, avec d'autres enjeux. On s'est dit, ça marche, on est convaincus, et donc on a décidé de devenir entreprise à mission. Donc ça veut dire que la raison d'être que j'ai évoquée tout à l'heure, elle est inscrite dans nos statuts, et tous les ans, on doit publier nos indicateurs sur les aspects environnementaux, économiques, sociétaux. Et on a co-construit en fait des indicateurs et des objectifs avec tous les collaborateurs, mais vraiment tous. Je ne vais pas tous vous les citer, mais je vais vous en citer quelques-uns. C'est qu'aujourd'hui, sur tous nos nouveaux projets, on veut être à minima BREEAM excellente. On vise la neutralité carbone sur tous nos projets qu'on sortira en 2030. Là, je vous en ai présenté un. On n'arrive pas encore à tout restaurer, mais on se donne pour objectif de le faire sur tous nos projets d'ici 2030. Être aligné avec la stratégie nationale bas carbone, réduire nos gaz à effet de serre. Et ça, c'est un point important, privilégier les friches industrielles. Et c'est vraiment d'aller sur des terrains qui sont déjà imperméabilisés et qu'on va venir déconstruire pour reconstruire. Et donc, ça nous a donné une boîte à outils. Et donc, en fait, le projet de la Chevrolière, pourquoi pour nous l'exemplaire, c'est que c'est devenu un peu notre minimum. Et maintenant, sur tous nos projets, c'est l'opportunité de mettre ce minimum. Et à chaque fois, on se donne l'obligation en interne, sur chaque projet, d'aller au-delà sur une ou deux thématiques. Par exemple, le projet que vous voyez, que vous voyez à gauche, là, Beson, on se dit, celui-là, sur la thématique BREEAM, on va aller sur le outstanding. On ne va pas mettre notre boîte outils standard, on va aller plus loin. Lui, il est intéressant parce que, je parlais d'imperméabilisation à l'instant, on pense aussi que c'est un peu l'avenir dans des milieux plus urbains, il est à étage, il est verticalisé, pour avoir une moins emprise. On l'a vu là sur les photos, la Chevrolière, c'est des bâtiments qui prennent de la place. Donc on essaie de verticaliser là-dessus. Ils ne sont pas dans la salle, mais j'ai un message, on a besoin que le législateur il fasse évoluer pour qu'on puisse avoir un cadre sur comment on construit ces bâtiments en hauteur. Et puis on a d'autres projets qui sont en cours. Ça, c'est les projets que vous voyez, c'est 127 000 m², c'est ce qu'on est en train de construire. Le Havre, Chavagne, qui est aussi en Vendée, on est en phase de... On a passé les terrassements. Et Montchanin, c'est vers Auxerre, pardon. Et puis je finirai quand même pour mettre en avant, c'est que, en fait, on a besoin d'être accompagné. Et en fait, on est grâce à nos partenaires. On a Elan, je les ai cités, mais on a aussi l'UNAF, les apiculteurs de France, qui nous aident sur la biodiversité, puis à utiliser des pesticides qui ne sont pas nuisibles aux pollinisateurs. Et puis j'ai Reforestation, Néo-Silva, ils sont vraiment des acteurs avec qui on travaille et on souhaitait les citer. Ce qu'il faut retenir, je conclus, c'est que nous, on est convaincus que la logistique de demain, elle doit être performante, responsable. Et ça passe forcément par un travail avec les acteurs locaux, qui soient institutionnels ou économiques. Et puis comme ça, on arrivera à faire une logistique acceptable. Je crois qu'on peut vous applaudir. Voilà. Vous applaudir car vous auriez pu faire beaucoup plus simple, mais vous avez fait avec beaucoup de bon sens, d'engagement et pour de la logistique vraiment. Oui, c'est pas. Félicitations à vous. C'est assez neuf
pour notre Vraiment, secteur. vous n'étiez pas obligé de le faire, vous l'avez fait. Non, on n'avait rien obligé. Peut-être des questions sur ce projet qui me semble assez remarquable au niveau des ENR et de sa stratégie bas carbone. Une ou deux questions peut-être. Oui, madame. Et madame. Bonjour, merci beaucoup. Juliette Lavis, directrice de transition chez Novabuild. C'est un projet, on l'a vu dans la vidéo que vous avez montrée, qui nécessite néanmoins d'artificialiser beaucoup de zones. Je voulais savoir si vous aviez mené une réflexion pour essayer de limiter le plus possible cette artificialisation. Et également, la question qui va avec, c'est est-ce que vous avez mené une réflexion ou mis des dispositifs spécifiques pour privilégier l'infiltration des eaux pluviales à la parcelle? Oui, déjà il faut savoir que nous, comme on est développeurs, on recherche du foncier et on s'est mis comme objectif, je l'ai cité tout à l'heure, on s'est mis pour objectif en 2030, on voudrait développer que sur des friches industrielles. Sauf qu'il ne suffit pas de le vouloir, il faut aussi les trouver et les trouver aussi les acteurs locaux qui veulent bien et que ça fonctionne économiquement. Mais clairement, nous, on est convaincus que c'est l'avenir de la logistique, pour les raisons environnementales, mais pour l'acceptation sociale aussi. Maintenant, il y a une réalité économique. Les choses vont plutôt dans le bon sens, mais ça reste plus compliqué de démolir encore aujourd'hui que de faire dans un champ, et on est convaincu que ça doit changer. Voilà. Donc ça, c'est pour une première partie. Il me semble que vous avez une deuxième partie de votre question sur l'infiltration, pardon. Oui, alors, vous l'avez vu, effectivement, on a le bâtiment lui-même, celui-là, on ne peut pas le désinfiltrer. Par contre, toutes les eaux pluviales, on les réinfiltre directement, in situ. De toute façon, c'est souvent imposé, ne serait-ce que par les PLU, donc il y a une réinfiltration des eaux pluviales de toiture. La partie quai, vraiment exploitation des poids lourds, celle-là, on ne peut pas les désinfiltrer, y compris parce qu'on nous l'interdit, c'est-à-dire qu'on nous oblige à récupérer ces eaux, à les traiter avant rejet, que ce soit en infiltration ou dans le réseau public. Donc on est obligé d'avoir des surfaces imperméabilisées, ça nous a imposé au titre des ICPE, pour être très très précis. En revanche, ils ont fait évoluer les textes en 2021, et maintenant on a le droit, parce qu'on est très cadré quand même sur ces objets-là, on a le droit de désimperméabiliser les parkings VL. C'est ce que j'évoquais à un moment dans la... Donc nous on cherche dès qu'on peut, on va le dire aussi d'un point de vue économique, ça nous coûte moins cher de faire une voirie en stabilisé à l'arrière du bâtiment si elle ne sera pas à l'exploitation que de tirer de l'enrobé poids lourd. Donc on a aussi des intérêts économiques à ne pas le faire. Alors, une question sur ma droite et ensuite sur ma gauche. Bonjour, Jennifer Glatini, Axe Environnement. J'avais une question vis-à-vis du planning et vis-à-vis de votre ambition d'utiliser les friches industrielles. Oui. Parce que ça me paraît complètement déconnecté de la réalité par rapport au planning industrie logistique qui est court et les friches industrielles qui prend des décennies. Alors, c'était une des difficultés. C'est un des projets qu'on a en développement qui est affiché. Effectivement, quand on va sur une friche industrielle, on va aborder, je pense que vous pensez notamment au sujet de dépollution. Oui, effectivement, quand on va sur une friche industrielle, on va faire des diagnostics et en fonction de ce qu'on trouve, on va y aller ou pas y aller. Le vrai sujet, là, aujourd'hui, il y a eu quand même pas mal d'évolutions au niveau du ministère pour nous aider sur ça peut être un peu trop technique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est de savoir, est-ce que c'est celui qui est propriétaire du terrain, qui gère la dépollution et qui nous le met à disposition? Ça, c'est l'idéal, mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un propriétaire actuel qui soit en mesure de faire la dépollution. Soit nous, économiquement, on prend en charge cette dépollution. Et dans ce cas-là, pour être très concret, quand on est dans des zones urbaines où on va avoir une valorisation derrière, un taux de location, enfin un prix de location au mètre carré qui va nous permettre de supporter ça, on va pouvoir le faire facilement. En revanche, quand on est dans des territoires où le marché est moins porteur, c'est plus compliqué économiquement, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on ne souhaite pas y aller, mais on est bien conscient que ce n'est pas simple, oui. Bien. Dernière question. Philippe Pelletier, plan bâtiment durable. Oui. Vous avez fort bien montré que vous réalisiez vos compensations carbone en France. Pourquoi être allé chercher un label, une certification étrangère? Prime. Pourquoi être chercher une certification étrangère? Je ne suis pas forcément décisionnaire sur ces points. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est qu'on pouvait peut-être le regretter, on peut peut-être tous le regretter, mais aujourd'hui, c'est le label que, on va dire, les investisseurs et le marché des investisseurs nous demandent. On en a montré, il y a des labels biodiversity qu'on cherche, on fait passer des écologues sur tous nos projets. On en a d'autres, des labels. Mais aujourd'hui, celui
on va dire, qui a une valeur marchande. Pour des investisseurs qui sont majoritairement étrangers et anglo-saxons, ça reste ce label-là. Très bien, merci encore, bravo pour votre engagement. Merci. Tenez.